C'est parti pour les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Les participants devraient parvenir à des recommandations afin que les secteurs concernés valorisent davantage notre identité. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À suivre l'ouverture à Bamako des journées du poisson initiées par l'interprofession de la filière poisson en collaboration avec l'APECAM. Ces journées visent à promouvoir et à valoriser cette filière, un sous-secteur vital. Pendant 3 jours, les acteurs devront évaluer le chemin parcouru, identifier les défis et proposer les solutions adéquates. Mois sacré de Ramadan, le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité. Toutes les dispositions ont été prises. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce à l'issue d'une réunion avec les commerçants et industriels. Des camions gros porteurs hors normes, hors gabarit sont à l'origine de la dégradation du réseau routier. Pourtant, l'État injecte d'importantes sommes pour la construction et l'entretien des routes. En attendant le bâton, place à la sensibilisation. C'est l'approche pédagogique du ministère des Transports et des Infrastructures d'ici à 3 mois. Un plaisir de vous informer. Bonsoir. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation générale Abdoulaye Maïga a présidé ce matin au CICB l'ouverture des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Les participants venus de Bamako et de l'intérieur du pays ont 3 jours pour faire l'état des lieux et de proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations. Selon le Premier ministre, la culture peut jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeur d'identité, créatrice de revenus et d'emplois pour bâtir le Malikoura, un vœu cher au président de la transition, Mamadi Koné et Aliou Touré. Année 2025 décrétée année de la culture au Mali. Au lendemain de cette décision présidentielle lors du discours du Nouvel An, les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme se retrouvent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Une opportunité pour repenser et réorganiser les 3 secteurs. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrade et la mairie de la commune 3 saluent l'organisation des présentes assises. Le président a voulu inculquer une culture de Malikoura. Aujourd'hui, il nous a instruits pour nous dire, avant le Malikoura, il faut le Mali d'Incroix. Il a souhaité qu'on ouvre ce débat national sur les arts et la culture, d'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments, pour asseoir le nouveau Mali, pour inculquer les valeurs sociétales du Mali à nos jeunes Maliens, pour retrouver nos valeurs de travail, d'honneur, d'antan. Nous nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. La tenue de ces États généraux matérialise la vision du président de la transition, parrain de l'activité, de faire de la culture le socle du nouveau Mali. Cette décision du président de la transition est l'expression d'une renaissance culturelle pour donner une culture du Malikoura à notre jeunesse. Initiative présidentielle qui met fin à l'accent sur la revitalisation culturelle de nos terroirs, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi que la promotion accrue des talents de nos artistes. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. La culture peut donc jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeur et d'identité créatrice de richesse et d'emploi pour bâtir le Malikoura. Ces assises visent à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique de notre pays et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle décennale.
La rencontre de 3 jours devrait proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Il convient de souligner avec une forte conviction que la culture est une force motrice de transformation sociale. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de transition place le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme au centre de la compétitivité globale afin de façonner les terroirs et les économies locales d'une nouvelle manière plus créative. Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Face aux défis contemporains, les traditions culturelles du Sahel continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des habitants de notre région. C'est en synergie avec nos partenaires de l'AES que nous ferons le Mali fort, prospère et résilient. Sur la base du bilan et des analyses transversales, les 150 participants de Bamako et de l'intérieur du pays seront répartis au sein des 12 groupes de travail. Ils réfléchiront sur des thématiques comme le financement et l'accès au marché, le cinéma et l'audiovisuel, les arts visuels, le tourisme et l'industrie hôtelière, la gouvernance et l'artisanat, entre autres. Abdoulaye Diabaté. Et dans les coulisses de ces états généraux, les acteurs culturels, dans leur majorité, nourrissent énormément d'espoir. Tous estiment que l'année 2025 ainsi dédiée à la culture dévoilant tous ses atouts dans une messe aux couleurs des rites et traditions. L'ambiance fondue dans le dépoussiérage des écrits de l'histoire pour bâtir une ère nouvelle porte déjà un nom. Bamako Fugaba est né. De nombreux acteurs culturels pour la culture, toute une année étant dédiée à cela, que nous, artistes du Mali, que nous, hommes de culture, se retrouvent et voyons réellement, concrètement, que les plus hautes autorités de la République se sont penchées sur le secteur, se sont dit qu'il faut apporter quelque chose, qu'il faut accompagner ce secteur et que cet accompagnement-là soit efficient. On attend beaucoup de ça. Et je pense que c'est une très grande considération pour notre secteur, qui est un secteur qui est vraiment très productif chez nous. Et on apporte beaucoup à l'économie locale et aussi rayonner aussi notre pays un peu partout dans le monde entier. Mon attente est d'abord d'insuffler des élans réellement participatifs et aussi de concertation pour tous les artistes que ce pays contient, pour que on ne soit pas en reste quant à initier de nouveaux projets fédérateurs et des projets qui puissent donner une vraie hygiène de vie pour tout Malien. Moi j'ai vu beaucoup de gouvernements passer, depuis le temps de Moribo jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je vois le président de la République décréter l'année de la culture. Ce que nous attendions, c'est à la sortie de là, la posologie que nous allons appliquer pour que désormais le grand corps malade qu'est la culture au Mali puisse quand même se maintenir debout et avoir les résultats que nous espérons tous. Je pense que c'est une excellente chose. Le fait que la nation pense à célébrer
2005 comme année de la culture, donc c'est un océan d'opportunités. Et à notre propre niveau, on va essayer de mouiller le maillot. On espère aussi, avec l'accompagnement de l'État, il faudrait que les budgets soient mis à jour pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie et qu'on ait l'intelligence aussi d'en chercher pour ensemble vraiment célébrer notre art et notre culture. Au dire de certains anciens ministres, non moins acteurs de premier rang encore aujourd'hui de la culture, la volonté politique clairement affichée aujourd'hui est certainement ce qui manquait lorsqu'ils étaient aux affaires. Chacun d'eux souhaite un pas de plus vers la concrétisation, donc joindre la parole à l'acte. Les acteurs culturels du Mali ont excellé depuis la nuit des temps. Je vous donne encore un exemple. En 2005, un magazine londonien, un célèbre magazine londonien, a fait une étude pour révéler que sur les 50 plus grands artistes du continent africain, je dis bien du continent africain, 9 étaient des Maliens. J'étais ministre, quand j'en avais parlé au gouvernement, ça ne les a pas émus, ça ne les a pas réjouis, ça ne les a pas intéressés. Mais nous continuons à nous battre. Et avec le numérique en ce moment, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que c'est un grand moment. C'est une excellente opportunité pour nous qui attachons une importance considérable à la culture. C'est le socle, c'est l'essence. Donc, dans ces circonstances, là où nous sommes aujourd'hui, recourir à cette force pour consolider les assises du Mali, je ne peux que saluer cette opportunité. Alors les États du Sahel prennent leur destin en main autour de la culture aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il le faut. C'est ce que nous avons de commun. Et c'est aussi en cela que nous sommes atteints. Bamako Fugaba est donc né. Espérons qu'il retentisse aussi fort que Kouroukan Fouga. Et c'est parti aussi pour la 3e édition des Journées du Poisson, initiée par l'interprofession de la filière poisson en collaboration avec l'APECAM. Ces journées visent à promouvoir et à valoriser cette filière, un sous-secteur vital. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur devront évaluer le chemin parcouru, identifier les défis et proposer les solutions adéquates. Cette 3e édition a été rendue possible grâce à des partenaires comme la Banque mondiale qui a accompagné l'interprofession à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Boubacar Bablé Touré. Après une première et 2e édition des Journées du Poisson qui ont comblé les attentes des acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali, revoilà la 3e édition. Les dites journées sont donc devenues incontournables dans la promotion et la valorisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'apport de la filière est capital dans la balance commerciale du pays. Ce rendez-vous annuel regroupe les différents acteurs, décideurs et partenaires. Ensemble, ils mènent la réflexion sur les avancées enregistrées afin d'identifier les défis auxquels le secteur est confronté. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien continu du gouvernement et des partenaires, nous pourrons relever les défis de notre sous-secteur et les rendre plus compétitifs, plus inclusifs et plus durables. Nous demandons l'inscription à l'ordre du jour au prochain Sénat, l'institutionnalisation des Journées du Poisson. Nous sollicitons le paiement des factures, des intrants de pêche qui permettra à cette famille de l'interprofession d'entreprendre d'autres activités de développement. Ces journées s'inscrivent en droite ligne de l'axe 3 de la feuille de route instruite au gouvernement par le président de la transition, chef de l'État. Elles sont un espace d'échange, de rencontre, de sensibilisation et d'information de la pêche et de l'aquaculture. C'est également une tribune de communication et de promotion pour les différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement de la pêche et de l'aquaculture au Mali. Pour mieux accompagner l'interprofession dans sa dynamique d'assurer une autosuffisance alimentaire, plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale,
Elle met à la disposition de l'interprofession filière poisson 7 milliards de francs CFA à travers la signature de 2 conventions. Des conventions en lien avec le ministère en charge de l'environnement à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Au Mali, la pêche artisanale est un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle ne se limite pas seulement à la fourniture de produits alimentaires, mais constitue également un vecteur majeur de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. En effet, la pêche artisanale mobilise 70 000 travailleurs directs et génère 285 000 emplois indirects, représentant ainsi 7% de la population active. Ces chiffres témoignent de l'importance du secteur pour l'économie nationale et de son rôle dans le tissu des communautés riveraines des rivières et des étangs. Placé sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et parrainé par le Premier ministre, cette 3e édition, en plus d'être un espace de rencontre, donne l'opportunité aux acteurs de démontrer leur savoir-faire. Nous avons un besoin annuel de 300 000 tonnes de poissons, alors que nous produisons autour de 130 000 tonnes, donc ce qui est largement en deçà de nos besoins. Donc nous pensons que l'organisation d'un tel cadre va permettre aux différents acteurs d'échanger et de voir comment trouver une solution et combler ces déficits de production et éviter l'importation du poisson des mers, en tout cas des poissons de toutes sortes venant de l'extérieur. Au programme de ces journées qui se tiendront du 9 au 11 janvier, une foire d'exposition du savoir local, des conférences débats, une course de pirogue avec à la clé le grand prix du président de la transition. La visite d'un stand par les membres du gouvernement a constitué l'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture. Le mois sacré de Ramadan approche. Le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité. Toutes les dispositions ont été prises. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce à l'issue d'une réunion avec les commerçants et industriels. Alousseni Touré nous en dit plus. À quelques semaines du début du mois de Ramadan, le ministre en charge du Commerce rencontre les commerçants pour s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Pour cette campagne d'approvisionnement, le ministre a privilégié l'écoute et la concertation. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du mois de Ramadan 2025. Mais avant toute chose, j'ai tenu à présenter à l'ensemble des opérateurs économiques du Mali les remerciements de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la bonne organisation du mois de Ramadan 2024. Nous sommes dans la reconduction du schéma de 2024. Et ce schéma de 2024 était structuré autour de 2 axes majeurs. Un, comment assurer le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre au niveau des soukala et des non-soukala qui doivent servir donc à servir un stock de régulation du marché. Nous sommes déjà à 19 000, 20 000 tonnes déjà constituées sur ce stock-là. Et les commandes en cours peuvent nous permettre d'attester que les consommateurs peuvent se rassurer que le mois de Ramadan 2025, Inch'Allah, se passera dans des conditions satisfaisantes. Pour les denrées de première nécessité, que ce soit la farine, les riz, le sucre, il n'y aura jamais aucun problème pour la quantité et les prix convenus par le gouvernement. On va assurer ça avec les autres collègues du commerce. La rencontre entre le ministre et les hommes d'affaires permettra certainement de réduire considérablement les difficultés d'approvisionnement. Plusieurs mesures sont annoncées, mesures permettant de faciliter les importations. Il s'agit notamment de la suspension de perception de la TVA sur l'importation de 100 000 tonnes de riz et de 30 000 tonnes de graines de coton, sans compter l'administration des prix des produits subventionnés et l'allègement des conditions bancaires. Opération d'incinération dans la commune rurale de Djogar, cercle de Kati. C'est une initiative de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence qui vise à protéger les consommateurs et assainir les marchés de Bamako. C'est près de 120 tonnes de produits alimentaires périmés, estimés à 800 millions de francs CFA, qui sont partis en fumée. Le récit de cette opération avec Benoko Fofana.
Protéger les consommateurs tout en leur permettant d'accéder à des produits de meilleure qualité sur les marchés de Bamako. C'est dans cet état d'esprit que la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a procédé ce mercredi à l'incinération d'une quantité importante de produits alimentaires jugés avariés par la dite structure. Le but de cette incinération est de protéger la population face aux dangers liés à la consommation de ces produits. Ça arrivera à 120 tonnes de produits impropres comme ça qui sont en train d'être détruits et d'une valeur à peu près de 800 millions. Ces produits ont fait l'objet de saisies provisoires à notre niveau et les dossiers ont été transmis au tribunal. Donc à la suite de ça, on a les ordonnances actuellement. Nous sommes là pour détruire ces produits-là. Donc ceux qui se cachent pour vendre, qu'ils sachent que vraiment nous allons continuer encore avec ces missions-là, aller saisir ces produits-là et ils seront vraiment sévèrement sanctionnés par la loi. Il s'agit de la loi de protection des consommateurs. L'opération d'incinération s'est déroulée dans la commune rurale de Diogar, cercle de Kati. Elle est saluée à plus d'un titre par le représentant des consommateurs. L'initiative est vraiment salutaire. Imaginez 120 tonnes de produits avariés déjà dans le marché. Et ça, c'est l'investigation d'un mois. Imaginez ce qu'il y a encore dans le marché. Donc, tout ce que nous demandons, c'est de vraiment persévérer dans cette dynamique. Et aux consommateurs vraiment qui mettent le paquet pour dénoncer. Cette opération d'incinération s'est achevée dans les meilleures conditions, sous l'œil vigilant des agents de la protection civile. Les partenaires sociaux EDM-SA ont exprimé cet après-midi leur disponibilité à accompagner le ministre de l'Énergie et de l'Eau. C'était au cours d'une visite de prise de contact qui a mobilisé les responsables syndicaux d'énergie du Mali. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a saisi l'opportunité pour annoncer la relance du cadre de concertation entre sa structure, le ministère et les partenaires sociaux. Seydou Traoré. En répondant à l'invitation du ministre de l'Énergie et de l'Eau, les partenaires sociaux de EDM-SA sont venus exprimer leur disponibilité à accompagner le chef du département pour la réussite de sa mission. Au cœur des échanges, le maître mot est le sacrifice de tout le monde pour relever les défis dans le secteur de l'électricité. On est prêt à accompagner pour cet esprit de sacrifice et parce que pour nous aujourd'hui, tout Malien doit à cet effort de guerre et les travailleurs d'EDM ne manqueront pas leur partition à ça. Dans le dialogue amical et courtois, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a salué les responsables syndicaux pour leur partenariat dynamique dans la recherche de solutions pour juguler la crise énergétique. Il a ensuite notifié aux partenaires sociaux sa disponibilité et son engagement pour que le secteur de l'énergie soit plus solide pour le bonheur des Maliens. Je puis donc vous assurer de ma propre disposition à l'écoute pour échanger autour de ce qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire le service public adéquat de l'électricité au sujet duquel tout le Mali nous attend. Je sais aussi d'avance que je peux compter sur chacun de vous, car la cause est commune, je sais, c'est-à-dire le bien-être des Maliens. C'est ce que nous recherchons. La crise que nous traversons, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et à cet égard, nous pouvons relever le défi. En retour, les deux parties ont promis de se rencontrer très bientôt pour la relance du cadre d'échange afin que les solutions de la crise énergétique soient maliennes. La problématique de la dégradation du réseau routier était au centre d'une rencontre initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures. Des gros porteurs hors normes, hors gabarit circulent et mettent à rude épreuve le réseau routier alors que l'État injecte d'importantes sommes pour la construction et l'entretien des routes. C'est le constat du ministère qui entame une campagne de sensibilisation de 3 mois. Le point avec Ali Jumatina. Dans notre pays, il est constaté que la surcharge des gros porteurs est l'une des principales causes de dégradation de notre réseau routier. Et pourtant, le gabarit, le poids et la charge à l'essieu sont encadrés par la réglementation de l'UEMOA en vigueur. Pour faire face à ces phénomènes, alors que l'État consent d'énormes efforts pour l'entretien et la construction des routes, le ministère des Transports et des Infrastructures décide de prendre le problème à bras-le-corps. D'où cette rencontre avec l'ensemble des acteurs du secteur routier. Cette réunion d'échange visait en tout cas à parler de la problématique de la circulation des véhicules gros porteurs qui sont hors normes ou hors gabarit. De port de chargement à la destination Mali, le réseau routier national est soumis à rude épreuve.
ça ne peut pas continuer. L'État investit des centaines de milliards tous les ans pour de nouvelles constructions et pour l'entretien routier. Heureusement, aujourd'hui, à la rencontre, tous les acteurs concernés ont pris conscience de cela, savent que les choses doivent changer. Il faut bien sensibiliser les transporteurs, tous les acteurs qui sont sur la route. Ensuite, prévenir des sanctions. Tous ceux qui ne vont pas se mettre en norme, voilà, les sanctionner sévèrement. Les véhicules qui sont construits à 19 mètres de longueur, largeur 3 mètres, ça n'existe pas du tout. Bon, c'est une catastrophe pour le pays. Donc, on est là aujourd'hui vraiment pour échanger, sensibiliser vraiment les transporteurs pour que vraiment on puisse quitter vraiment dans ces pratiques-là. En attendant que l'État ne prenne ses responsabilités, l'accent sera mis d'abord sur la sensibilisation pendant 3 mois. Quand le délai va arriver, délai fixé par l'administration au bout de 3 mois, tous les véhicules hors normes, hors gabarit, ne seront plus autorisés à circuler sur les routes du Mali. Que ce soit des véhicules maliens, que ce soit des véhicules étrangers. Nous ne pouvons plus supporter cela. Tout le monde est d'accord avec cela. Nous allons, au niveau des péages, au niveau des ports de sortie, ériger des portiques de contrôle. Nous n'allons pas transiger là-dessus. Aucun véhicule ne sera chargé au niveau des entrepôts, au niveau des ports, parce que nous travaillons en synergie avec les acteurs portuaires pour sauvegarder nos routes et pour que nos routes soient beaucoup plus sécurisées. Désormais, l'État, à travers le département des transports et des infrastructures, est déterminé à lutter contre le fléau afin de préserver nos routes construites à coût de milliards. L'agence du bassin du fleuve Niger dispose d'un budget prévisionnel d'1,2 milliard de francs CFA pour son plan de travail de 2025. Plusieurs activités sont au programme, notamment l'aménagement des berges du fleuve et d'autres à impact économique pour les populations riveraines. Ces révélations ont été faites à l'ouverture de sa 22e session ordinaire du Conseil. Batraoré nous en dit plus. Malgré un contexte difficile, l'ABFN, l'agence du bassin du fleuve Niger, a pu faire plusieurs grandes réalisations en 2024, comme le dragage du tronçon navigable Massena-Diafarabé et le balisage de l'ensemble du chenal de Bakala jusqu'à la sortie du lac Debo. Le tout avec une exécution budgétaire à la satisfaction des administrateurs. Pour la réalisation des activités, le budget 2024 de l'agence approuvé est d'un montant de 5 403 109 048 francs. La part du financement extérieur est de 4 milliards francs CFA. L'agence a des ambitions nouvelles pour l'année 2025 et pour cela, une révision des textes devrait l'aider à gagner en performance. Les textes qui régissent l'agence aujourd'hui ne sont plus d'actualité compte tenu de l'environnement institutionnel dans lequel nous travaillons. Nous avons des activités majeures telles que l'aménagement de la berge de Mopti au niveau du gouvernorat, le quai d'accostage de la Comanave toujours à Mopti, le chenal d'Amené au port de pêche de Konna. Cette 32e session ordinaire du Conseil doit valider les documents dont celui du contrat annuel de performance. Pour la réalisation du dit contrat annuel de performance, le budget prévisionnel 2025 de l'agence est de 1 milliard 11 963 000 francs CFA, soit 5 milliards 103 900 048 francs CFA en 2024. Pour ma part, je vous donne l'assurance du soutien et de l'accompagnement politique attendu de mon département. L'opérationnalisation de l'Observatoire de suivi environnemental du fleuve Niger est aujourd'hui le défi majeur de l'ABFM selon son directeur général. La deuxième session du conseil d'administration du Palais des Pionniers s'est tenue ce jeudi dans la salle du dit Palais 6 à Djanegela. Au menu de cette session, la poursuite des actions en termes de formation des jeunes, l'autonomisation du Palais des Pionniers, entre autres. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le patriotisme, la citoyenneté, la formation et la recherche sont autant de missions assignées au Palais des Pionniers. Symbole de cohésion, le Palais des Pionniers renforce l'esprit citoyen chez les jeunes Maliens. À l'école de la citoyenneté en est une parfaite illustration. Pour le président de la transition, l'école de la citoyenneté aujourd'hui
va être le socle de la formation sur les questions de citoyenneté auprès de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, il faudrait qu'on réfléchisse également ensemble. Je pense que vous allez peut-être avoir le temps d'en discuter. C'est de voir comment l'école de la citoyenneté peut se décentraliser. Beaucoup ont appelé à notre niveau et même au niveau plus élevé pour essayer de voir comment profiter et faire profiter leurs enfants de l'école de la citoyenneté. Le Palais des Pionniers est un véritable cadre qui donne aux plus jeunes le goût et l'amour du pays. La présente session est une occasion pour les administrateurs de réfléchir sur les voies et moyens d'accélérer son autonomisation. L'hôtel de la citoyenneté, on a également demandé à ce que ce soit un lieu qui soit rentable, qui s'autofinance, et qu'on puisse avec le temps sortir de l'appui du budget de l'État. Je pense que nous avons été entendus par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, nous avons un financement d'un peu plus de milliards pour pouvoir reconstruire complètement le Palais des Pionniers. Et il y aura des dispositions des hôtels quasiment 5 étoiles avec des piscines. Donc il y aura des centres d'accueil, des centres de formation. Donc, ça va être un lieu vraiment ultra moderne. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse utiliser ce centre-là pour que ce soit complètement autonome. Vu la place et le rôle du Palais des Pionniers, les autorités de la transition ont consenti d'énormes efforts dans le cadre de son amélioration en termes d'équipement et d'infrastructures. Et le chantier avance normalement. Opérationnel depuis le 28 juin 2022, le Palais des Pionniers est un outil, un instrument pour l'épanouissement physique, moral de la jeunesse malienne, qui est l'avenir de notre pays, notre bien commun. Les travaux des journées scientifiques de l'Institut national de santé publique ont démarré ce matin à Bamako. Les participants vont se pencher sur le renforcement de la résilience du système de santé afin de répondre aux urgences. Les détails avec Youssouf Diakité, Aboubakar Traoré. La santé, c'est le développement. C'est par cette conviction que le conférencier principal a introduit ces journées scientifiques, une initiative de l'Institut national de santé publique. Les journées scientifiques sont un espace de communication et de dialogue en vue de parler des défis, des opportunités et des dernières innovations du domaine. Ces journées sont l'occasion pour nous tous d'échanger sur ce que nous faisons en matière de recherche en santé au Mali. L'une des innovations majeures développées par les experts des journées scientifiques, c'est bien la santé digitale. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à disposer d'un centre de santé numérique. C'est une chance extraordinaire que nous avons. Et nous devrions faire en sorte que nous puissions amplifier l'utilisation rationnelle de cette agence de la télémédecine au Mali. Les journées scientifiques de l'Institut national de santé publique sont financièrement soutenues par le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Donc il y a les domaines d'intervention. Le CDC au Mali, c'est la surveillance. Donc le CDC appuie la surveillance, les urgences sanitaires, les laboratoires, le renforcement des capacités, notamment la formation des épidémiologistes de terrain, en bioinformatique, les techniques de laboratoire, et aussi le CDC appuie les programmes d'élimination, notamment la méningite et aussi la poliomyélite. Les journées scientifiques sont un bond qualitatif majeur qui renforceront la coopération et la relation entre universitaires, chercheurs et autres acteurs techniques de l'écosystème santé et multisectoriel. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées par les experts dont l'opérationnalisation permettra d'améliorer la fourniture des services de santé pour l'atteinte des objectifs recherchés par les autorités en matière de politique nationale de santé. Session de renforcement de capacité des membres du Bureau exécutif national et des commissions techniques de l'UNTM. La formation de 3 jours a pour thème l'exercice du droit syndical, du droit d'organisation et de négociation collective, cadre juridique national et international. L'initiative consiste à consolider l'action syndicale. Arijou Matina et Alkao Traoré. Mobilisation des grands jours des membres du Bureau exécutif national et des commissions techniques du syndicat national des travailleurs des administrations d'État Saint-Ada à l'occasion de la session de formation de 3 jours.
Entrant en droite ligne de la vision du secrétaire général de l'organisation syndicale réélu lors du 14e congrès de l'UNTM, ce séminaire s'avère une nécessité. Et à l'utilisation des savoirs à bon escient. Le thème, l'exercice du droit syndical, du droit d'organisation et de négociation collective, cadre juridique national et international, répond parfaitement aux besoins stratégiques de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Et un syndicaliste sans formation syndicale est un danger pour lui-même, pour son lieu de travail et pour les travailleurs. Donc cette formation est une nécessité pour nous tous. Le thème, il est extrêmement important parce qu'il nous renvoie à notre existence même, à ce qui fait qu'il y ait même un syndicat. Ça nous renvoie au droit syndical. Pendant quelques jours, les experts du domaine aborderont des thématiques comme la maîtrise des conventions internationales en matière syndicale, les meilleures compréhensions du Code du travail, le statut général des fonctionnaires ou encore l'appropriation du pacte de stabilité sociale et de croissance. Je demeure convaincu que les présents échanges permettront de part et d'autre d'accueillir des connaissances sur le pacte de stabilité sociale et de contribuer à l'instauration d'un climat social serein, gage de croissance économique et de stabilité. La formation de vos militants syndicaux permettra à votre organisation d'améliorer la compréhension de ses membres et de contribuer ainsi à asseoir les bases d'un dialogue social fécond et faire de votre section nationale un modèle de démocratie sociale. Cette formation va ainsi doter les syndicats nationaux de valeurs et de connaissances leur permettant de saisir les différents enjeux liés au syndicalisme. Et le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se désengage du préavis de grève lancé par un collectif de syndicats. Selon son secrétaire général, le SEN-SINESUP reste fidèle aux clauses du pacte de stabilité sociale et de croissance. En conséquence, il invite les travailleurs des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à continuer le travail sans interruption. Écoutons le professeur Abdou Malé, secrétaire général de SEN-SINESUP, propos recueillis par notre reporter Fadem Bakita. Nous avons appris l'existence d'un préavis de grève initié par un collectif de syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En effet, le 25 août 2023, nous avons signé le pacte de stabilité sociale et de croissance avec le gouvernement, dont l'exécution des accords et l'apaisement du climat social constituent les conditions fondamentales. Le comité technique de mise en œuvre du pacte a évalué et validé en décembre 2024 5 procès-verbaux de conciliation que le gouvernement a signés avec le comité exécutif national du SNESUP. Les points essentiels de revendication du SNESUP, dont entre autres la prime de recherche, la hiérarchisation des assistants et des attachés de recherche, le dossier des 30 agents admis au test d'aptitude professionnelle, le dossier des contractuels de l'Institut d'économie rurale hier et de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou sont consignés dans ces procès-verbaux de conciliation. Nous notons un début d'exécution avec la hiérarchisation en 2024 de 592 agents dans les fonctions d'assistants, d'attachés de recherche et de maîtres assistants chargés de recherche. Toutefois, la procédure judiciaire contre les usurpateurs des titres suit son cours normal. Nous tenons à informer les travailleurs que ce préavis de grève n'engage pas le comité exécutif national du SNESUP. En conséquence, nous invitons les travailleurs des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de continuer à travailler normalement sans interruption. Et de la culture, on en reparle dans ce journal. Les membres de l'association pour le Mamala ont effectué une visite d'amitié et de courtoisie à l'association des communautés de culture Songhai en mouvement hier à Irganda.
Ce mercredi 8 janvier à Bamako, les deux associations ambitionnent de nouer des partenariats fructueux dans plusieurs domaines, notamment la promotion de la culture. Kassim Diallo, Gaussou Touré. Encore une autre manifestation de la beauté de la mosaïque culturelle du Mali. La bonne nouvelle nous arrive du côté de l'association Iriganda et l'association Ensemble pour les Mamala. Les deux organisations sont désormais partenaires pour sceller un partenariat fécond et durable. Et c'est là, dans le renforcement des liens d'amitié, de la promotion de la culture, de la paix et de la cohésion sociale. Avec Iriganda, on aura beaucoup de choses à faire. Il y a la culture. Vous savez que l'autre jour seulement, le président a placé cette année sous le signe de la culture. Et nous les environs déjà à aller à Quimparna, nous accompagner à Quimparna 17 au 19 pour célébrer la 3e semaine culturelle. Et l'association, à mon avis, elle marche. Et nous pensons que les associations qui sont encore plus anciennes que nous, on a encore besoin de tonus de la part de chacune d'elles, pour que nous puissions arriver à bord. En s'enrichissant mutuellement de leurs différences, les responsables des deux associations et leurs membres ont unanimement salué cette démarche qui épouse les contours des objectifs de leurs organisations respectives. Nous nous réjouissons du fait qu'ils sont venus à nous pour nous faire connaître leur existence, partager avec nous leur vision, leur activité et comment ils voient notre travail ensemble. D'ores et déjà, les duos Iriganda et Mamala en route pour un partenariat culturel, social, mais aussi pour une collaboration franche dans des initiatives de développement économique, non seulement pour les régions d'origine, mais également pour l'ensemble du Mali. Inauguration du carrefour des jeunes rénové par la marraine du festival Kaïkoumben, Fatoumata Batoulignane. C'était mardi dans la cité des Rails. D'autres activités étaient inscrites à l'ordre du jour, comme la remise d'attestation à 50 jeunes après une formation en digital et l'installation de 40 jeunes entrepreneurs. Reportage Kansoutou Kanouté. Le festival Kaïkoumben est une lumière qui met en avant la jeunesse et le développement de Kaï à travers plusieurs actions posées depuis le début du dit festival. Le carrefour des jeunes, créé en 1975, a été inauguré par la marraine du festival Kaïkoumben. L'extérieur et l'intérieur de ce centre culturel ont été rénovés. De nouveaux lampadaires ont été installés. Cet édifice du carrefour des jeunes de Kaï appartient à tous les Kaïsiens et Kaïsiennes. Ces portes sont ouvertes à tous ceux ou toutes celles qui souhaiteront organiser des activités culturelles, des conférences entre autres. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement afin de participer à l'inauguration de cette bâtisse rénovée par le mouvement Ambicor. Cela prouve qu'il y a la cohésion et l'attente à Kaï. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, 50 jeunes ont reçu des attestations après une formation en digital. 40 jeunes entrepreneurs dans différents secteurs prometteurs ont été installés et des kits professionnels leur ont été remis. Désormais, ce sont au total 100 jeunes installés par la marraine du festival Kaïkoumben. Nous remercions la présidente pour avoir pensé à nous. Ces formations que nous avons reçues nous permettront de nous prendre en charge, d'être autonomes. La première fois où nous avons installé 20 jeunes ici avec la présidente et nous voilà réunis pour finaliser le processus d'installation des 100 jeunes promis par la présidente et marraine du festival Kaïkoumben. Pour le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur, colonel Adama Bamba, Kaï a la chance d'avoir une digne fille pour leur venir en aide. Pour cela, ils ne cesseront de remercier la marraine et toute son équipe. Il a aussi invité les jeunes à prendre soin de ce beau centre culturel rénové. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Ahmed Herman Rouamba, nommé le 19 décembre dernier, a pris officiellement ce matin son commandement devant la hiérarchie militaire. L'officier militaire de 45 ans compte intensifier la lutte contre le terrorisme en mettant en place de nouvelles stratégies. Le remplaçant du colonel Théophile Nikema est un homme de terrain. L'ambiance de cette passation de commandement a
avec Lassina Ouattara et Moussaki. État-major de l'armée de terre ce matin, le colonel Ahmed Herman Ramba prend ici le commandement dans la pure tradition militaire. Ensemble, à mon commandement. L'officier militaire de 45 ans remplace à ce poste le colonel Théophile Ninkiema. Le promu s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur avec également de nouvelles stratégies à travers des axes centraux. Mon commandement sera axé sur les prismes suivants. Axe 1, l'autonomisation des régions militaires pour mieux soutenir les groupements de forces engagés dans les opérations de sécurisation. Axe 2, la recrutation des corps de troupes pour mieux développer l'esprit de corps, renforcer les sentiments d'appartenance à une unité, optimiser la gestion administrative et fluidifier le déploiement opérationnel des personnels. Axe 3, le renforcement de la cohésion en multipliant les cadres d'échange, en améliorant la communication interne et en développant le sport militaire comme outil de fraternité. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre s'engage devant la hiérarchie pour le succès des troupes, surtout dans la lutte contre le terrorisme. À vous, soldats de l'armée de terre, les actions, les décisions et les méthodes seront toujours guidées par un objectif commun: défendre notre territoire et protéger nos populations. Né le 20 septembre 1980, le colonel Ahmed Herman Ramba est titulaire d'une licence en finance et management. Il a effectué plusieurs stages spécialisés dans des centres de formation nationaux et internationaux. Il est également titulaire d'un diplôme en analyse de conflits, médiation et gestion opérationnelle. Son expérience professionnelle l'a conduit au Soudan, au Mali et en Centrafrique, où il a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille commémorative des Nations Unies avec agrafe Soudan, Mali et Centrafrique. Au Niger, lors de son séjour à Bamako, au Mali, dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2024, le reporter de la télévision nigérienne Assimi Abdoulaye s'est intéressé à la communauté nigérienne vivant au Mali, plus précisément ceux qui exercent des activités commerciales autour de la grande mosquée du marché de Bamako. Suivons. Nous sommes à la grande mosquée du marché de Bamako. Les alentours sont occupés par les étals des Nigériens. Ils sont commerçants, coiffeurs, vendeurs de produits de la pharmacopée traditionnelle. Ici, c'est leur quartier général. Ils y vivent depuis 10, 20, voire plus de 30 ans en parfaite harmonie avec les populations maliennes. Malam Zamnaou est le président du Haut Conseil des Nigériens au Mali. Il connaît tout le monde et il parle couramment les langues locales. Je vis au Mali depuis 33 ans et je préside le conseil depuis quelques années. Il y a une très bonne cohésion entre Nigériens et Maliens. Ce sont les mêmes peuples. Nous respectons les lois et règlements du Mali et nous n'avons jamais eu de problème avec les Maliens. Et Dieu merci, avec la création de l'AES, cette cohésion s'est renforcée. Il n'y a aucun problème avec les Maliens. Moi qui vous parle, j'ai épousé une Malienne et on a 5 enfants. Dès que tu franchis la frontière, tu deviens malien. On ne te demande ni argent, ni carte de séjour. Si les Nigériens ont réussi leur intégration au Mali, c'est avant tout grâce à leur état d'esprit pacifique et leur comportement responsable. Et les Maliens confirment. Symbiose en parfaite harmonie. Nous sommes très ravis de vivre avec les Nigériens. Mais parfois on est avec les Nigériens, ils sont césés. Ils sont césés. Et quand nous allons au Niger, nous sommes chez nous. Ils sont césés, quand nous allons au Niger, nous sommes chez nous. Cette confédération est venue trouver déjà que nous sommes brassés. Mais Aoussa et Mali, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence entre nous ici. C'est la même famille. C'est la même famille. Pour rappel, cette communauté nigéro-malienne s'est fortement mobilisée au stade du 26 mars de Bamako autour de l'ambassadeur du Niger au Mali pour pousser le MENA du Niger à la qualification au CHAN 2024.
Et ici, toujours à Bamako, le CHU Yota a tenu ce jeudi la 7e édition de sa journée scientifique. Les discussions ont tourné autour des tumeurs oculaires, leurs causes ainsi que leur prise en charge. Cette journée offre l'occasion aux chercheurs et spécialistes de l'œil et du cancer de confronter leurs idées et connaissances pour l'amélioration de la dimension scientifique. Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bambara. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Les rétinoblastomes restent la tumeur la plus courante survenant pendant l'enfance. Chez les adultes, le carcinome épidermoïde est le plus fréquent, sans oublier les tumeurs secondaires. Ces tumeurs oculaires ont fait l'objet de discussions lors de la 7e édition de la journée scientifique du CHU, Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique. Nous sommes des personnels de la santé. C'est un peu normal, en tout cas, qu'on se réunisse en conclave. En tout cas, échanger sur un thème, c'est-à-dire un thème de prédilection, c'est-à-dire à l'endroit de la population. Et si on échange, cela va nous permettre en tout cas de prendre les voies et les moyens, nous permettant en tout cas d'accorder une bonne prise en charge de nos patients. Cette journée scientifique est donc un espace de rencontre, d'échange de formation, d'information, mais aussi d'innovation entre les experts de l'ophtalmologie. Le thème retenu, les tumeurs oculaires, est interpellateur avec des statistiques qui inquiètent selon la ministre de la Santé et du Développement social. Parmi les tumeurs malignes, les rétinoblastomes restent la plus courante survenant pendant l'enfance. Chez les adultes, le carcinome épidermoïde est le plus fréquent, sans oublier les tumeurs secondaires ou métastases de l'appareil visuel. Aussi, il est important de signaler que l'évolution naturelle des cancers oculaires primitifs, s'ils ne sont pas pris en charge, se fait vers les métastases puis le décès du patient. D'où l'impérieuse nécessité de mener des actions concertées et coordonnées en vue d'inverser rapidement les conséquences induites par la non prise en charge de ces tumeurs malignes. Au cours de la journée, les experts ont abordé les principales causes de ce mal, fait des propositions d'amélioration de traitement pour une prise en charge adéquate des tumeurs oculaires au Mali. Dans les prochains jours, la CMDT deviendra CMDT SA. Les administrateurs et actionnaires ont décidé de mettre fin au processus de privatisation en cours depuis plus d'une quinzaine d'années. Fini donc les filiales. La compagnie malienne pour le développement des textiles entend désormais se restructurer en une seule entité afin de mieux accomplir sa mission. Le président directeur général de la société, Mamadou Moustapha Fadjara, répond aux questions de Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Vu le fait que la fusion par voie d'absorption, c'est-à-dire que les 5 filiales et la holding ont fusionné, mais c'est la holding qui a absorbé ces 4 filiales et l'OCC, donc ça devient une seule société. Donc il est nommé CMDT SA. Et on n'aura plus qu'il y aura plus question de holding ou de filiales. Et à la place de ceci, on va avoir une réorganisation pour avoir des directions régionales, et donc rattachées à la direction générale de la CMDT. Et du coup, nous avons l'opportunité de pouvoir revenir aux fondamentaux qui ont fait la gloire de la filière cotonnière. Alors quand on parle des fondamentaux justement qui ont fait la gloire de la filière cotonnière, est-ce que on va revoir cette CMDT qui va à nouveau accomplir des missions de service public, genre faire des pistes, genre faire des fourrages? Est-ce que c'est dans cette voie que vous vous engagez? Nous espérons bien, puisque la production de coton n'est pas détachée des autres activités rurales des producteurs cotonniers, qui font du maïs, qui font de l'élevage, qui font de l'exploitation forestière, qui font de l'aménagement du territoire. Et donc nous espérons bien qu'avec
le retour aux fondamentaux, la CMDT, avec l'accord des autorités, pourra reprendre un certain nombre de missions de service public pour pouvoir encore mieux impacter sur l'amélioration des conditions de vie de nos partenaires de la filière qui sont les producteurs et leur organisation. Voilà l'invité de la semaine à suivre après Mali Météo. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de votre télévision nationale. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.